Merci beaucoup, et c'était vraiment important pour moi d'être là aujourd'hui et de pouvoir parler de ce sujet vraiment important pour moi qui est très important. Donc, désolé pour les 15 prochaines minutes de torture que vous allez devoir endurer ma voix, mais c'est comme ça. Donc, en fait, merci beaucoup de m'avoir invité. Et bon, je vais commencer. La situation au Congo, on en a parlé. Mes deux collègues ici l'ont quand même bien illustré. C'est très préoccupant, puis ça fait des années que ça dure. Et en fait, l'objectif de ma présentation, j'en ai deux. C'est tout d'abord de parler de qu'est-ce qu'un gouvernement peut faire au niveau législatif, mais puis je vais pas péter mon punch là. Il y a d'autres façons aussi non législatives dans lesquelles un État peut aider un autre à justement redresser ce genre de situation-là. Et donc, selon le ministre des Affaires étrangères, la responsabilité sociale des entreprises est définie comme suit sur le site des Affaires étrangères. Donc, ce sont des mesures volontaires prises par une entreprise pour exercer ses activités d'une manière durable sur les plans économiques, social et environnemental. Donc, on comprend que ce qui cloche dans la définition, c'est bien le principe de mesures volontaires parce qu'on a pu, avec des événements, avec des pays comme la République démocratique du Congo, douter un petit peu de la bonne foi des entreprises ou non, mais douter aussi peut-être de la bonne foi de certains groupes ou d'un État, d'un gouvernement qui ne fait pas respecter les droits de la personne non plus. Donc, un autre élément qui est important de mettre en perspective, c'est la problématique justement que des États sont souvent des États qui sont victimes de ce genre de situation-là, sont des États qui sont en développement et donc où la réglementation en ce qui concerne les droits de la personne, l'économie, les mesures sociales, l'environnement sont quand même assez limitées et même parfois absentes, pas nécessairement par manque de bonne foi d'un État, mais aussi simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens, peut-être, d'appliquer des mesures comme nous, le Canada ou un autre pays développé peut le faire. Et en plus, on ne parle pas des problématiques des États qu'on pourrait qualifier comme faillis ou encore dans les zones de conflit, comme c'est le cas justement en République démocratique du Congo. Un État failli, par exemple, ça serait comme le Mali en ce moment. Donc, en fait, il y a un dysfonctionnement des institutions étatiques. Donc, il y a eu un coup d'État en même temps qu'il y a un conflit armé entre l'État et des groupes rebelles. Donc, ce serait l'exemple d'un État failli. Et par exemple, il y a certains exemples, quand je parle de la responsabilité sociale des entreprises, un exemple qui, récemment, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler, mais il y a une entreprise canadienne qui est basée en Érythrée, qui a été justement accusée de violer les droits de la personne. Donc, par exemple, l'Érythrée, si je peux donner un exemple, c'est le deuxième pays le plus militarisé et le plus renfermé après la Corée du Nord. Donc, c'est un des pires pays pour le respect des droits de la personne. Donc, en plus, on peut ajouter que, le service militaire est obligatoire pour tous et on pourrait qualifier presque justement ce service militaire-là, les gens sont utilisés pendant qu'ils font leur service militaire pour travailler dans des entreprises qui appartiennent soit à l'État ou en partie à l'État. Donc, par exemple, la mine qui a été reconnue, en fait, qui a été accusée de violation des droits de la personne, appartient au Canada. Donc, les actionnaires sont à moitié canadiens, mais l'autre moitié appartient à l'État d'Érythrée. Donc, c'est comme ça que la sous-traitance se fait aussi dans les États. C'est que on va sous-traiter, les entreprises vont se déresponsabiliser en sous-traitant et en disant mais nous on a fait notre possible, c'est pas notre faute si l'État en question ne respecte pas les droits de la personne. Donc c'est le cas en Érythrée par exemple. Donc justement le Human Rights Watch a décrit un petit peu le travail de ces conscrits-là, donc les gens qui font le service militaire obligatoire, c'est des journées de travail de plus de 2 heures. 6 jours semaine dans des conditions insalubres, sans accès à une nourriture convenable, ni à de l'eau convenable, et pour 15 $ par mois. Donc, on s'entend que, par exemple, il y avait un de mes collègues qui me disait moi, je faisais le service militaire il y a très, très, très longtemps de ça. Tu n'étais même pas encore né, mais j'étais payé plus que ça. Donc, on s'entend que c'est de l'esclavage moderne. Et donc, la question qu'on se pose, c'est
comment éthiquement une entreprise peut opérer dans une situation comme celle-ci, donc dans un État qui est connu pour ne pas respecter les droits de la personne et dans lesquels, deuxièmement, il n'y a pas de réglementation qui s'applique dans cet État-là ni à l'entreprise. Donc, en fait, comment une entreprise peut être éthiquement responsable dans une telle situation. Donc, par exemple, au Canada, environ 75% là, des sociétés mondiales d'exploitation et d'exploration minière ont leur siège social au Canada. Donc, c'est pour ça qu'en tant que Québécois, en tant que Canadiens, ça nous concerne encore plus parce que justement, 75% de ces entreprises-là sont canadiennes. Donc, ce qui fait de notre pays le plus gros récipiendaire là, d'entreprises au monde. Et c'est pourquoi c'est vraiment essentiel qu'on en parle aujourd'hui, qu'on assiste à des conférences comme ça, puis qu'on en parle. Et je vais parler un petit peu de l'approche du gouvernement maintenant, donc l'approche conservatrice, puis pardonnez-moi cette petite intermédiaire partisanerie, parce que je ne suis pas du tout ici pour faire de la politique. Mais par exemple, les conservateurs, qui sont des fervents défenseurs du néolibéralisme, du libre marché, c'est les entreprises vont se réguler elles-mêmes. Donc, on leur émet un encadrement qui est volontaire, sauf qu'on ne les oblige pas à rien. Et ironie de la chose, c'est qu'en 2007, sous la pression de certains groupes, les conservateurs ont décidé de mener une table ronde sur la responsabilité sociale des entreprises pour dire, bon, c'est vrai, il y a peut-être un petit problème, il faudrait faire quelque chose. Donc, on va mener des consultations publiques partout au Canada. Les consultations publiques ont eu lieu. Les entreprises, les ONG, des acteurs de la société civile ont pu s'exprimer et des universitaires, bon, peu importe. Et ces consultations-là ont émis plusieurs recommandations dont, par exemple, la création d'un bureau de conseil en responsabilité sociale des entreprises. Donc, vous vous en doutez encore, le processus est volontaire. Donc, par exemple, ce bureau de conseil-là aurait comme effet de conseiller les entreprises en disant, bon, moi, j'ai une mine dans, par exemple, justement, au Congo, comment je fais pour essayer de respecter les droits de la personne. Mais comme vous en doutez, c'est volontaire. Donc, le nombre d'entreprises qui vont demander des conseils est quand même assez minimal, même presque inexistant. Et donc, rien n'est ressorti de ce bureau-là. Et même une compagnie qui serait potentiellement fautive fait juste se retirer en douce et on n'en parle plus, ça finit là. Donc, fin de ma parenthèse partisane. Donc, les recommandations. Une deuxième de ces recommandations-là a été la création, par exemple, d'un ombudsman. Donc, un ombudsman qui aurait pour effet, justement, de faire des études, de faire des enquêtes sur des allégations, des accusations de violation des droits de la personne. Donc, c'était la recommandation principale du gouvernement conservateur qui, justement, après ces recommandations-là, on dit on va lire le rapport, tout va être... On va voir qu'est-ce qu'on va faire après ça. Donc, ça, c'était en 2007 et on est en 2013 aujourd'hui et on cherche encore les résultats de la création de cet ombudsman-là qui va probablement jamais être créé avec les conservateurs, de voir comment... justement, c'est des ardents défenseurs du libre marché. Ils refusent catégoriquement, justement, d'imposer des règles morales, sociales et de la législation pour empêcher les entreprises canadiennes, justement, qui ternissent notre réputation au niveau international. C'est pas seulement en tant que citoyen, mais c'est en tant que Québécois, c'est en tant que Canadien. Pour nous, savoir que, par exemple, dans un pays comme le Congo, les gens regardent le Canada comme des... j'ai entendu ça de certains groupes ONG qui œuvrent au Congo comme des colonisateurs, comme des voleurs, des gens qui vont dans un pays pour nous voler, pour abuser de nous. Donc, en tant que Québécois, en tant que Canadien, on peut pas accepter ça. On peut pas accepter que des gens pensent ça de nous parce qu'on sait très bien, tout le monde dans la salle est concerné, on sait très bien que ça ne nous représente pas nos valeurs. Donc, c'est une raison de plus pour justement agir. Ça peut être de plusieurs façons, mais c'est quelque chose qui nous concerne tous. Et je pense que ça me concerne...
je vais faire un petit heads-up à Ricardo et Francis, c'est ça. Donc, peu importe où on habite, de quelle origine on vient, ça nous concerne. Cet ombudsman-là, bien sûr, devrait être indépendant, transparent, c'est normal. Et je pense que le Canada, justement, en tant que pays qui comporte 75% des compagnies, je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps, mais je vais essayer de me dépêcher. Vous avez encore 4 minutes. Okay, Personne n'a pris le 15 minutes complètement. Ah, c'est super, génial. Et donc, par exemple, d'avoir la possibilité de se rendre sur le terrain, d'enquêter sur des plaintes, de faire une évaluation. Mais le plus important, c'est d'être transparent, donc que les résultats de ces enquêtes-là donnent lieu à des sanctions, soient publiés, et qu'il y ait la possibilité de dire au gouvernement ou de dire ou d'émettre des sanctions contre une entreprise qui serait fautive, donc qui serait accusée, reconnue coupable de violation des droits de la personne. Et une autre façon aussi pour un législateur, ça serait en fait le changement de notre système de justice. Donc, par exemple, aux États-Unis, il y a une loi qui s'appelle le Alien Tort Statute. Donc, c'est une loi qui a été adoptée peu après l'indépendance des États-Unis. Et cette disposition permet justement aux personnes qui ne sont pas citoyennes des États-Unis, mais qui résident, de se pourvoir devant un tribunal, une cour fédérale en fait, américaine. Et ça établit la possibilité pour ces individus-là de poursuivre une autre personne, donc que ce soit une résidente, une citoyenne des États-Unis, un représentant de l'État lui-même ou une entreprise, pour violation du droit international ou d'un traité signé par les États-Unis. Et donc, par exemple, justement, il y a plusieurs jugements qui ont été rendus. La première, en 1980. Donc, le nom, c'est Filartiga contre Pena Irala. Donc, c'était deux Guyens qui résidaient aux États-Unis et qui ont poursuivi des agents de l'État du Paraguay pour avoir en fait torturé et tué leur famille. L'affaire s'est rendue jusqu'en cour d'appel et la cour d'appel leur a donné raison. Donc, en fait, ce genre de choses-là n'existe pas pour l'instant au Canada. Et je pense que c'est le temps qu'on fasse une réflexion sur ce genre-là, sur ce genre de système-là. Et justement, le nouveau Parti démocratique a déposé un projet de loi en Chambre des communes pour faire en sorte que les compagnies canadiennes puissent être amenées devant les tribunaux, justement comme ça. Et là, je peux vous dire, depuis 1980, il y a eu plusieurs jugements qui ont été rendus. Là, je peux dire, il y a eu Union Carbide Corporation, je ne sais pas, donc, qui a été reconnu coupable aussi. Donc, les cours donnent raison aux individus qui ont poursuivi des entreprises pour des violations des droits de la personne. Mais il y a une autre façon aussi, puis je pense que c'est très important et je fais suite à nos valeurs en tant que Canadiens. Il y a une situation, par exemple, spécifique dans un pays comme le Congo qui est assez perturbante. Puis en tant que politicien, et je parle pour moi en tant que politicienne, j'ai demandé une étude sur justement le conflit armé au Congo, donc une étude au Parlement. Donc j'ai rencontré beaucoup d'acteurs, les gens sont venus témoigner devant le Parlement et il y a un rapport qui va être adopté par le Parlement canadien sur justement l'utilisation notamment du viol comme arme de guerre. Et je pense que c'est important en tant que citoyen de s'intéresser à ce qui se fait justement dans un Parlement, à des choses parce que non, les politiciens ne sont pas tous de mauvaise foi. Il y en a certains qui veulent changer les choses et je peux me dire que moi, mon parti, pour nous, les violations des droits de la personne ne devraient pas faire partie de notre image au niveau international. Et c'est très important pour nous de pouvoir aider les communautés, de pouvoir aider la diaspora. On a besoin d'entendre ce qu'ils ont à dire pour pouvoir les aider à agir. Et par exemple, la question des enfants soldats aussi, les personnes déplacées, les groupes armés. Et donc, en fait, au Congo, le gouvernement survit simplement grâce à la présence de l'ONU. Bref,
lorsqu'on parle de la République démocratique du Congo, tout est à jouer. Alors, c'est très important, puis je voulais le mentionner ici. Et comment un État, comment des personnes peuvent faire en sorte d'agir, c'est que tant qu'un État n'a pas un système institutionnel capable de mettre en place, par exemple, des redevances minières à la hauteur de ce que la ressource vaut, mais aussi un système institutionnel de justice. Par exemple, les femmes ne sont pas capables d'obtenir justice en République démocratique du Congo. C'est impossible pour elles d'aller, par exemple, voir la police, dire « tu sais, j'ai été violée », d'aller devant un juge, parce que ce qui arrive en République démocratique du Congo, c'est que les juges vont souvent être amenés à juger, c'est des tribunaux souvent qui sont militaires, et ils vont être amenés à juger des hauts commandants ou des gens de l'armée qui sont à un grade supérieur à eux. Donc, je vais dire, tant que le gouvernement n'est pas capable de mettre en place, par exemple, des politiques sociales pour réguler ce genre de choses-là, même si les compagnies canadiennes seraient assujetties à une législation au Canada, elles ne le sont pas en République démocratique du Congo. Donc, au Canada, le gouvernement du Canada, ce qu'on devrait faire, c'est aider les États à devenir des États démocratiques où il y a un système de justice, où est-ce que la paix sociale existe. Et en tant que, par exemple, je voulais parler un petit peu de l'ACDI, mais l'aide humanitaire, l'aide internationale pour le Canada, c'est important d'aller travailler sur le terrain. Donc, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir je pourrais en parler pendant des heures, ce sujet me passionne, mais par exemple, droit et démocratie, donc, droit et démocratie, une canadienne, donc un organisme canadien qui avait une expertise en droit et démocratie, qui œuvrait beaucoup en Afrique, a été complètement enlevé par les conservateurs. Les conservateurs ont fermé des ambassades, ont empêché des ONG de travailler en Afrique. C'est pas ça qu'on doit faire pour aider les Africains, c'est au contraire être présent sur le terrain. Merci.